Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous accueillir dans cette première rencontre extra de l'année 2023. Vous êtes déjà assez nombreux à vous être connectés. Donc ces rencontres sont proposées par le comité régional Poitou-Charentes et l'animation va être assurée par quelques membres du comité et la participation exceptionnelle de Didier Kuhn du GIP MDS. Je vais laisser se présenter mes collègues, donc Marie-Laure Billet de l'URSSAF. Bonjour à tous, oui, conseillère à l'URSSAF d'Angoulême, Poitou-Charentes. Merci. Anthony Mérigeau de la CEPAM. Bonjour à tous, Anthony Mérigeau, donc conseiller informatique service auprès des employeurs à la caisse d'Angoulême, assurance maladie. Merci Anthony. Didier Kuhn. Et donc Didier Kuhn du GIP MDS, ambassadeur DSN et responsable de l'animation des réseaux. Et j'ai plaisir à laisser la parole à Agnès Colloque-Deneuve, qui est l'animatrice du comité Poitou-Charentes. Merci Didier. Voilà, je co-anime avec la CEPAM 16 d'ailleurs et on est ravis de vous accueillir. Alors aujourd'hui, on va vous présenter la DSN et tout ce qui gravite autour. On a choisi, parce que 2024 c'est l'année des JO, de vous faire une présentation qui colle à l'esprit des Jeux avec un vocabulaire sportif qu'on a appliqué à tout ce qui va être présenté. Avant de commencer, je voulais juste vous préciser que vous pourrez poser les questions un petit peu plus tard vers le milieu du webinaire et on répondra bien sûr avec plaisir aux questions que vous vous posez. Ce que je voulais vous préciser aussi, vous avez un bouton grisé dans le bandeau en bas dans Apps, vous retrouverez le PowerPoint qui vous est présenté et vous aurez le replay à disposition en fin de journée ou au maximum d'ici demain. Si vous avez quelques problèmes techniques, vous avez toujours dans le bandeau du bas, carrément à gauche, un bouton aide. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus pour faire des tests et vous reconnecter si vous avez quelques soucis. Et enfin, ce que je voulais vous préciser, il y a un sondage à un moment donné qui intervient. Alors, on va avancer aussi un petit peu dans le webinaire et ce sondage vous sera proposé tout à l'heure. Voilà, ben écoutez, alors effectivement, on va commencer avec la présentation de ce sommaire. Vous voyez que c'est tout à fait le vocabulaire sportif. On vous parlera de la simplification, c'est-à-dire complètement la DSN et son environnement. Prendre sa licence, c'est l'équivalent de s'inscrire à Net Entreprise. L'équipement, eh bien, c'est ce qu'on a mis pour parler des logiciels de paye. Choisir son club et découvrir le terrain, c'est Net Entreprise et tous les services qui peuvent être proposés. S'entraîner, là, c'est quand on prépare au mieux, enfin vous, bien sûr, toutes les données de la paye. Et là, les compétitions officielles, c'est quand vous rentrez vraiment dans le jeu et que vous lancez la déclaration. Et après, par contre, on va voir, quand vous avez lancé la déclaration, éventuellement, tout ce qui peut se passer derrière, avec l'arrivée potentiellement des arbitres et la réception des CRM, des comptes rendus métiers. Et puis enfin, tout à la fin, et inévitablement, la dernière rubrique, on refait le match. Hop. Donc, cap sur la simplification, on va décrire la DSN et l'environnement déclaratif. Alors, c'est vrai que on va regarder un petit peu dans le rétroviseur, en fait, parce que les années passent vite. En 2011, on a repris cette année-là parce que 95% des entreprises, des déclarants et donc des tiers déclarants aussi, faisaient remonter dans leurs témoignages que trop, c'était trop. Il y avait trop de tout, il y avait trop de papiers, trop de formalités, de déclarations qui étaient dites, redites, répétées, trop d'interlocuteurs multiples et trop d'échéances, etc. Et en 2013, c'est comme ça que la DSN est arrivée et que ça a vraiment changé beaucoup de choses. Alors là, 10 ans après, en cette année donc de Coupe du Monde du rugby et la préparation des JO, eh bien, on se dit que les obligations sociales, c'est du sport
Et c'est comme ça qu'on va donc appréhender avec vous la DSN. Oui, ça peut être un sport, mais on va voir que globalement, tout peut très bien se passer. Alors, la DSN, je disais, c'est vrai, elle a été créée en 2013. Alors, tout ne s'est pas fait en un clic, mais elle a apporté beaucoup de choses. Alors, avec la DSN, déjà, on n'a plus, en fonction de l'effectif de votre entreprise, que 2 échéances, le 5 ou le 15 de chaque mois. Après, si on devait parler d'amateurs, professionnels, on pourrait dire que ce sont tous les gestionnaires de la paye qui peuvent participer et entrer dans le jeu. Et puis, on a choisi après de voir aussi tout ce qui peut être fait sous l'angle de ce que ça rapporte et des points. Eh bien, on pourrait se dire que chaque jeu de données mensuel déposé, ça donne 1 point. Mais dès lors que la DSN, elle est bien déposée, enregistrée, eh ben, elle vous rapporte plus. À ce moment-là, c'est 10 points. Mais que par contre, quand vous faites les DSN, c'est important que tous les joueurs de chaque équipe puissent être présents dans le jeu donné, parce qu'on va voir après ce que ça peut impliquer quand le jeu n'est pas complet, et que tous les faits de jeu du mois précédent comptent, remplacement, exclusion compris. Et là, on verra aussi plus tard, c'est parler par exemple des blocs de régularisation. Et puis, pour terminer, mais là, c'est quand la copie n'est pas bonne, mais qu'elle peut être bien sûr corrigée, c'est que les fautes, à ce moment-là, entraînent des avertissements dont les causes peuvent être annulées ou remplacées. Et là, on évoque en fait tout ce qui va être de l'ordre des anomalies bloquantes ou non bloquantes. Alors, là, c'est un petit mémo. C'était pour rappeler effectivement que le cap sur la simplification, c'est ce que vous avez peut-être souvent entendu. C'était avec la DSN, en fait, dites-le nous en une fois. Et donc, la DSN, c'est un flux dématérialisé mensuel. Alors, c'est plus très original de le dire maintenant parce que on est embarqué dans des flux informatiques depuis plusieurs années. C'est en tout cas la DSN une obligation pour les entreprises d'utiliser ce vecteur de la DSN. Il y a eu plusieurs étapes, plusieurs paliers. C'était d'abord bien sûr assez logiquement les grosses entreprises, un petit peu les moyennes, et progressivement après le régime général et le régime agricole, c'est la fonction publique aussi qui a été embarquée. Alors, une précision importante aussi, parce que mine de rien, en termes de préparation et parfois de bouleversement au sein des entreprises, c'était pas négligeable. On a rajouté que cette DSN, elle se fait à la maille SIRET, et qu'en général, voilà, un SIRET égale une DSN. Donc ça a quand même donné lieu à pas mal de bouleversements aussi. La DSN, finalement, elle est issue de l'acte de paye. L'entreprise fait sa paye mensuelle et après va générer sa DSN. La DSN mensuelle telle que vous l'avez connue tout au départ, selon les mois, elle peut être accompagnée de signalements d'événements. On parlait aussi de DSN événementielle. Et en tout cas, la DSN, elle présente chaque mois une photographie instantanée de la situation de votre entreprise. Et les données sont véhiculées, alors bien sûr complètement dans le respect de tout ce qui est RGPD, auprès des destinataires qui légitimement vont pouvoir recueillir les données. Voilà. Alors, mine de rien, parce que ça a pu être parfois aussi un peu laborieux, peut-être d'entrer en DSN, vous nous le direz, mais depuis 2022, c'est maintenant 70 procédures qui sont remplacées par la DSN. Et c'est vrai que à ce titre-là, quand je disais tout à l'heure avec la DSN, dites-le nous en une fois, c'est quand même une réalité. Alors, à préciser aussi, comme le World Rugby,
Voilà, la DSN s'adapte chaque année aux nouveautés réglementaires. C'est l'un des enjeux majeurs, hein. Chaque année, la DSN, le cahier technique va être adapté en fonction des évolutions aux nouveautés réglementaires. Donc, c'est toujours en développement. Comme le CIO, le comité donc olympique, la gouvernance de la DSN est plurielle entre tous les acteurs. Il y a beaucoup de personnes qui sont embarquées là-dedans. Comme pour la danse, l'excellence en DSN peut nécessiter un entraînement quotidien. Là aussi, vous êtes des hommes et des femmes, je pense, d'expérience. Donc, la DSN, elle est mieux maîtrisée par chacun maintenant, mais c'est pas toujours une évidence. Mais à la pratiquer plus, on fait de mieux en mieux. Et comme au volley, oui, la DSN peut se jouer en un service gagnant. Donc, voilà ce que je voulais vous dire à ce niveau-là. Je pense que je vous ai dit l'essentiel. Là, c'était un petit visuel pour remontrer comment se joue une partie en DSN. Ben voilà, on a essayé de faire figurer tous ceux qui étaient impliqués. Alors, bien sûr qu'il y a les joueurs, hein, c'est-à-dire vous êtes les joueurs, vous êtes les employeurs ou les tiers déclarants qui jouent avec la DSN. Mais pour bien jouer, il faut déjà bien s'équiper avec un logiciel de qualité qui corresponde bien à vos besoins et attentes. Donc, c'est celui qu'on a baptisé l'équipementier. Après, il y a les coachs, évidemment. Pour vous, ils sont pas toujours visibles, mais là, vous avez Didier Kuhn qui est aujourd'hui avec nous. Ce sont les coachs, le GIPMDS. La DSN, l'image, c'est bien sûr le ballon. Les buts, c'est le système DSN. Et puis l'arbitre, les OPS sont les destinataires. Alors là, c'est peut-être un petit peu moins récréatif quand vous voyez cette diapo. Elle doit parler quand même à beaucoup d'entre vous parce qu'inévitablement, vous êtes allés voir comment tout ça était fait. La DSN, elle s'appuie sur une norme, hein, donc la norme NEOD, qui était la norme d'échange optimisé des données sociales. Donc, c'était un peu un nouveau vocabulaire et il était nécessaire quand même de faire connaissance avec cette norme puisque dans la norme et le cahier technique, vous allez avoir, ça peut être rébarbatif évidemment, mais toute une arborescence avec des blocs, des rubriques et une structure. Et en fait, quand votre DSN, elle passe pas, bien souvent, c'est parce qu'il y a un blocage au niveau de la donnée que vous avez essayé d'entrer, des contrôles qui vont être opérés. Et on est bien dans l'informatique. Là, évidemment, si vous ne rentrez pas les bons éléments, la DSN risque d'être bloquée au départ ou de faire ressortir des anomalies non bloquantes. On va voir ça un petit peu plus tard. Et en tout cas, c'était juste là un petit rappel pour montrer comment vous avez les identifiants et les blocs. Souvent, vous pratiquez toujours les mêmes blocs, hein. Par exemple, celui-ci, le S21, des identifiants sémantiques qui figurent ici, un libellé, bien sûr, par rapport à l'écran qui est présenté. Et en tout cas, cette norme, elle fait évidemment quelques dizaines, centaines de pages. Il y a de quoi s'occuper. Ce qui est important aussi, c'est de vous dire que, parce qu'on s'est aperçu que c'était parfois un petit peu méconnu, sur le site Net Entreprise, il y a vraiment des sources documentaires très, très importantes. Et vous avez en tout cas la possibilité de vous connecter régulièrement à la base de connaissances. Donc, éventuellement, si vous ne connaissez pas cet outil documentaire, je vous invite vraiment à y aller. Voilà, je vais continuer d'avancer. Alors, oui, on disait, on s'est appuyé là pour présenter ces rencontres EXA cette année avec les Jeux Olympiques qui arrivent. Donc, il y a plusieurs types de joueurs, hein. Il y a, oui, le déclaré, c'est l'établissement en fait qui emploie les individus. Hein, donc, ça fait là aujourd'hui plus de 2 millions de pratiquants, hein, qui emploient 25 millions d'individus. Donc, autant de données qui passent
par le vecteur DSN. Le déclarant, tout simplement, c'est celui qui dépose la DSN. Hein. Cela peut être un des établissements dans une même entreprise ou un établissement qui relève d'un autre SIRAN dans un groupe, ou alors un tiers à qui l'entreprise a donné mandat pour faire la paye et les formalités. Typiquement, c'est le cabinet comptable qui est mandaté par l'entreprise pour exécuter chaque mois la DSN. Et là, par rapport à l'émetteur, c'est une notion qui revêt juste un caractère technique. Et au final, donc, d'où vient la DSN en machine to machine ou selon l'équipement que vous avez choisi. Alors maintenant, je ne vais pas tarder à passer la main après à mon collègue, mais parce qu'on va parler de prendre sa licence. Et ça, c'est donc une deuxième étape. On commence à rentrer dans les travaux pratiques. Il va falloir s'inscrire à Net Entreprise. On voulait juste revenir sur une notion, c'était que là aussi, ça date un petit peu parce que le temps passe vite, mais en son temps, quand la loi Pacte est parue, c'était quand même important. C'était l'idée de parler du principe du mandat implicite, parce que nombre d'entreprises, justement, ont recours à une tierce personne. Donc, le tiers va représenter le client et que à l'époque, en 2018, en fait, c'était la fin du mandat tripartite et c'était, grâce à la loi Pacte, un formalisme allégé. Et donc, il y a plusieurs cas de figure à ce moment-là par rapport à l'inscription à Net Entreprise qui nécessite des droits à différents niveaux. Donc, le service peut être directement lié à l'acte de paye et à ce moment-là, il relève naturellement des mêmes acteurs que ceux qui opèrent la paye. Là, il n'y a pas d'habilitation spécifique. 2, le service est lié à la paye, mais il peut être opéré par d'autres acteurs que celui en charge de la paye et de la DSN. Là, ne requiert pas d'habilitation spécifique, sauf si de nouveaux SIRET hors DSN sont concernés. Et sinon, le service requiert une habilitation particulière. Voilà. Et je vais vous laisser continuer avec Anthony. Merci Agnès. Donc effectivement, la licence sportive. Alors, qu'est-ce que la licence sportive finalement? C'est en quelque sorte adhérer à Net Entreprise, mais pas que. Donc, autrement dit, avoir un compte Net Entreprise et ajouter la DSN, tout en s'assurant que les joueurs de votre équipe, donc autrement dit vos collègues, sont inscrits ou non à Net Entreprise et si on peut identifier parmi eux une personne qui a le brassard de capitaine, autrement dit identifier l'administrateur. Voilà. Donc si vous n'êtes pas inscrit, vous pourrez cliquer sur s'inscrire donc sur la page d'accueil Net Entreprise. Vous allez pouvoir vous laisser guider et vous laisser porter par les données, par les rubriques que le site va vous demander, notamment le numéro SIRET et les identifiants de connexion, puisque les identifiants vous serviront à chaque connexion. Et puis, le président de votre club il va forcément être averti de votre démarche, puisque pour une primo-inscription, vous recevrez un courrier dans les 8 jours. Et ce courrier, il contient une clé d'activation, donc indispensable pour accéder la première fois à votre compte. Si un capitaine de votre club est déjà inscrit, les autres capitaines pourront l'inscrire directement, de manière plus rapide. Autrement dit, quand un administrateur est déjà inscrit, les autres administrateurs qui veulent s'inscrire pourront demander ce que l'on appelle une demande de cooptation par mail. Donc simplement, l'administrateur principal numéro 1, le premier administrateur de votre club, lui pourra valider en direct les demandes des autres administrateurs qui arriveront également dans le club. Alors, choisir sa place sur le terrain. Effectivement, donc, une fois que le compte est créé, alors vous pourrez valider la charte DSN, donc c'est le service qui s'appelle dans Net Entreprise DSN Régime Général, et le capitaine va définir le périmètre de chacun des joueurs, en distribuant les rôles. Donc, il va avoir les cartes en main pour dispatcher via le menu gestion des habilitations les droits à chacun.
Donc, ça va être par service déclaratif, mais on peut imaginer aussi par SIRET. Donc, en réalité, on va, avec ce schéma, se poser des vraies questions quand on arrive sur NetEntreprise, sur la création d'un compte. Est-ce que mon entreprise est déjà inscrite? Bon, ça, c'est la question de base. Si oui, est-ce que le compte est à jour? Est-ce que mon capitaine, mon administrateur est toujours présent, est toujours en poste? Est-ce que je le connais? C'est vraiment les premières questions qu'il va falloir se poser. Si l'entreprise, si le club n'est pas inscrit, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir s'inscrire directement et pouvoir récupérer la licence numérique. Donc ce qu'on peut appeler licence numérique finalement, c'est l'ensemble d'identification sur NetEntreprise, SIRET, nom, prénom, mot de passe. Si le club est déjà inscrit et si le capitaine, alors s'il est connu, il pourra rapidement activer votre profil de capitaine ou de vice-capitaine. S'il n'est pas connu, par contre, vous pourrez demander à ce moment-là de recevoir une clé d'activation par courrier, comme si c'était une primo-inscription. Donc voilà le schéma, je dirais qu'il faut bien garder à l'esprit pour savoir déjà où on en est au niveau de son club sur NetEntreprise. Et puis surtout savoir si on est à jour, si les différents joueurs, les différents capitaines sont toujours présents à bord du bateau. Alors, d'un point de vue maintenant un petit peu plus pratique, quand on a récupéré sa licence et qu'on veut l'utiliser, donc cette slide-là va vous montrer un petit aperçu de ce que voit le capitaine, donc l'administrateur. Donc, il aura, lui, une partie qui s'appelle espace entreprise. Et c'est à partir de cet espace entreprise où il a un menu gestion et il va pouvoir donner les consignes donc, aux autres joueurs, donc c'est-à-dire distribuer les droits, distribuer les déclarations aux différents joueurs. Petit rappel également concernant l'identité du capitaine. Si aujourd'hui vous vous connectez et que vous n'êtes que simple joueur, si vous êtes juste arrivé dans l'entreprise et qu'on vous a donné un profil joueur et que dans X temps vous ne vous rappelez plus de qui est votre capitaine, vous pouvez toujours aller voir donc dans le menu en haut à droite, donc c'est un petit pavé jaune, vous pouvez aller voir donc vos données d'authentification, donc tout ce qui est mot de passe et vos coordonnées aussi. Téléphone, adresse mail, et c'est surtout ici que vous pourrez savoir l'identité de votre capitaine. Donc ça peut être toujours intéressant si vous voyez que votre capitaine ne fait plus partie du club, de pouvoir recréer une première inscription, peut-être pour redéfinir un nouveau capitaine au sein de votre club. Et on sait que dans un effectif, à chaque saison, donc il y a des mouvements, des turnovers, voilà, des mouvements humains, donc des départs, des arrivées aussi, comme dans les périodes de transfert. Hein. Donc avec ce turnover, il faut que le capitaine, lui, puisse gérer son effectif du mieux possible. Donc mettre à jour le compte NetEntreprise, c'est aujourd'hui quelque chose d'essentiel. Donc soit en ajoutant des nouveaux joueurs, soit en les remplaçant ou en supprimant donc des joueurs qui sont sur le départ. Donc, par le biais de ces différents mouvements, donc le périmètre de leurs actions va pouvoir être revu. Donc, admettons que un joueur quitte les effectifs, donc un collaborateur paye ou RH, hein, par exemple. Ce nouveau joueur, au moment où la suppression va être faite sur le compte NetEntreprise, le site va vous proposer de transférer les droits soit vers un joueur qui est déjà présent dans les effectifs depuis plusieurs années, soit vers un nouveau joueur. Donc voilà, la notion de transfert de droits, elle est toujours intéressante en termes d'historique des données, d'historique des droits déclaratifs, de pouvoir avoir une continuité finalement dans les activités du club. Et le poste du nouveau joueur, alors si vous ne l'avez pas défini à l'étape précédente, vous pouvez toujours créer vous manuellement le nouveau poste du joueur en ajoutant les services, c'est-à-dire les actions de jeu hein, finalement auxquelles il pourra être autorisé à faire au quotidien. Et puis les consignes du nouveau joueur, finalement c'est vous qui allez les donner, donc vous en tant que capitaine dans la partie gérer les habilitations. Alors, finalement, en résumé, pour la bonne gestion de votre équipe, surtout une gestion à jour, la vraie question,
c'est qui fait quoi et pour qui, et qui ne fait plus. Qui fait quoi et pour qui. Donc, mon joueur va faire telle action de jeu pour telle sirette, et bah, ce joueur-là ne fait plus partie du club, donc ne le fait plus. Donc, je vais devoir supprimer son compte ou le remplacer. Donc, voilà, de la qualité en fait de gestion globale de votre compte, ça va dépendre de plus, ça va rendre plus de clarté, plus de lisibilité, et notamment dans la lecture des comptes rendus métiers, des comptes rendus des services déclaratifs que vous allez utiliser au sein de votre club. Voilà. Et je relaisse de nouveau la main à Agnès. Merci Anthony. Alors, on va parler maintenant de votre équipement. Et quand on parle d'équipement, bah c'est par rapport au logiciel de paye. Il peut pas y avoir de DSN évidemment sans l'acquisition d'un logiciel de paye. Alors, il y a beaucoup de logiciels de paye sur le marché, des éditeurs qui doivent évidemment respecter complètement l'aspect réglementaire pour pouvoir produire des DSN de qualité. Ils ont signé une charte éditeur DSN. Vous retrouvez sur Net Entreprise toute la liste des éditeurs et des logiciels qui sont normés DSN. Mais on va voir un petit peu plus en détail. Il y a pas mal de choses à vérifier. Donc, tous ces équipements, tous ces logiciels, ils sont capables de produire une DSN selon donc la version de la norme en vigueur. On a parlé de NEOD tout à l'heure, qui évolue en permanence en fonction de la réglementation. Mais pour vous, ce qui est important, ça va être de voir par rapport au profil de votre entreprise, si le choix d'un logiciel va pas se faire au hasard, évidemment, mais quels sont vos besoins? Parce qu'il y a des logiciels, ils vont être plus adaptés à des très grandes entreprises qu'à d'autres. Il y a des logiciels, ils vont être adaptés pour gérer des populations de salariés particuliers. Je pense par exemple en URSSAF Poitou-Charentes, on gère toute la catégorie des marins. Eh bien, il faut des logiciels où le profil, la catégorie salarié marin va pouvoir être géré. Donc, toutes les entreprises n'ont pas les mêmes besoins. Donc, ça, c'est important. Et donc, on va voir un petit peu plus loin, un petit peu comment vous pouvez réfléchir par rapport à ça. Finalement, comment vous devez être équipé, c'est ça, c'est définir les besoins. Quels sont les états de contrôle qui sont réalisés par le logiciel qu'on vous propose, par exemple? En amont, est-ce qu'il permet des contrôles pré-match? Exemple, les contrôles de saisie, des contrôles de cohérence. Pour vous, ça peut être important parce que corriger juste avant pouvoir corriger juste avant votre copie, ils sont pas tous développés exactement de la même façon. Il faut un petit peu demander des démonstrations. Et puis en aval, si l'intégralité des équipements affiche les conseils et corrections reçus, comment sont-ils intégrés en fait? Quels sont les mécanismes présents permettant de faciliter leur exploitation? Quelles sont les fonctionnalités mises en place? En fait, on s'est aperçu, il n'y a pas juste l'édition de la DSN mensuelle, il y a tout ce qui va être autour de la capacité à faire des blocs de régularisation, la capacité du logiciel à vous sortir des états de synthèse, la capacité de l'éditeur à vous proposer des évolutions, alors qui sont réglementaires ou que vous pourriez solliciter. À quel rythme est-ce qu'il va être en capacité, en fait, de mettre à jour son logiciel et de le faire évoluer? Alors, évidemment, ça n'a rien d'instantané ni de simple pour les professionnels que sont les éditeurs de logiciels, parce que c'est des développements. Derrière, c'est évidemment un certain temps comment dirais-je, en termes de temps homme. Il y a beaucoup d'éléments évidemment qui entrent en ligne de compte, mais là c'est vraiment, on est un petit peu donneur d'alerte pour vous dire, la liste des logiciels maintenant est longue et il faut vraiment voir quel est le produit qui va vous convenir.
Donc là, c'était pour continuer. Alors là, c'était pour continuer par rapport effectivement à des aspects, par exemple les formations. Vous allez acheter le logiciel, donc vous achetez un produit, mais il faut aussi savoir ce qu'il y a dans le contrat de vente finalement. Est-ce que ça comprend aussi des formations pour des mises à jour 2 fois par an? Est-ce que vous devrez repayer à chaque fois? Donc tout ça, c'est à déterminer. Comment vous allez être pris au niveau des demandes d'assistance? Est-ce que c'est une prise en charge immédiate? Est-ce que vous ferez un ticket? Est-ce que les délais de réponse seront longs? À vous d'établir, voilà, la liste de vos besoins à un stade assez avancé pour après pas être en difficulté lors de la première anomalie ou problématique rencontrée. Il y a aussi des éditeurs qui font des réunions avec tous les utilisateurs, consommateurs, qui ont pu acheter leurs produits. La question des phases tests aussi, ça c'est intéressant. Avant que le logiciel soit vraiment sur le marché, entre guillemets, s'il y a des phases de test pour les soumettre aux utilisateurs, voir si les développements sont en cohérence avec vos attentes. Donc, il faut pas vous priver au niveau brainstorming d'évoquer plein de questions et de sujets pour après être satisfait du produit que vous allez acheter. Donc, c'est ce qu'on mettait, le but de cette vérification permet de s'assurer que l'équipement utilisé permet de simplifier la déclaration de la DSN et quels sont les services fournis à cette fin. C'est pour vous dire que c'est ça. Vous allez utiliser le logiciel. Alors c'est pas un vélo, c'est pas une voiture, mais c'est quand même un petit peu ça. C'est sur lui que vous allez vous appuyer. Et dès lors que vous saurez effectivement bien enregistrer, bien compléter les champs, c'est une chose. Mais il faut que ce véhicule finalement, il réponde à vos besoins, qu'il vous convienne et que on n'achète pas un vélo comme une voiture. Si on a besoin d'une voiture, on va pas acheter un vélo et inversement. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas que le produit au départ, il y a tous ces aspects périphériques de l'assistance, des mises à jour, des développements, des garanties qui vous sont apportées, de l'accompagnement individuel ou collectif, des clubs utilisateurs éventuellement. Voilà, on voulait faire un petit focus là-dessus. Alors ensuite, attendez, je suis où là? Excusez-moi, je suis à 25. Voilà, je repasse la parole. Merci Agnès. Donc effectivement, je vous propose à présent qu'on s'approche du camp d'entraînement. Alors, le camp d'entraînement, c'est quoi? Bon, on pourrait schématiser ça, en fait, c'est le regroupement des divers services déclaratifs de Net Entreprise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Net Entreprise, c'est pas que la DSN. Net Entreprise, ça a vocation d'avoir divers services déclaratifs à destination de différents organismes de protection sociale. Donc, comme l'avait précisé tout à l'heure Agnès, c'est vrai que si on recontextualise un petit peu, il y a quelques années, on était sur une tendance très matérielle, des données périodiques ou ponctuelles. Et aujourd'hui, on a ce beau stade Net Entreprise, le FC Net Entreprise, qui permet de performer rapidement, surtout entre les coachs, donc le GIP MDS, groupement d'intérêt public pour la modernisation des données sociales, les arbitres, les organismes de protection sociale, et vous, donc les joueurs, les entraîneurs, les entreprises. Donc voilà, ce stade de Net Entreprise, il est construit sur la base de ces différents services déclaratifs. Alors on a des outils de paiement, des outils de paramétrage, de contrôle même, des simulateurs de match. Donc on va vous en montrer quelques esquisses voilà, à travers les prochaines slides. Alors, sur la partie service déclaratif, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a l'attestation de salaire pour la CPAM en cas d'arrêt de travail, la déclaration d'accident de travail. On va avoir la C3S également. Pour la CRPCEN, on a la déclaration ouverte vers ce régime-là. Pour les entreprises étrangères, on a les formulaires E0, E2, E4. On peut avoir aussi alors l'attestation employeur, mais bon, qui est vouée à
à fermer ses portes prochainement, mais qui est toujours présente sur le site. Donc voilà des exemples de services déclaratifs que vous pouvez utiliser pour vos actions de jeu. On va avoir aussi des outils de paramétrage, des outils de contrôle. On a par exemple le FPOC, donc le FPOC, les fiches de paramétrage des organismes complémentaires pour notamment vérifier le rattachement des contrats santé et prévoyance de vos joueurs, de vos individus, des individus de votre club. Donc le contrôle SIRET aussi, le service contrôle SIRET DSN pour vérifier la bonne reconnaissance du SIRET en DSN. Surtout, je dirais qu'on a un service qui est vraiment essentiel, c'est le tableau de bord DSN. Hein. Alors, soit intégré dans votre logiciel de paye, ou bien après accessible sur NetEntreprise par le service qui s'appelle DSN Régime Général, où vous pouvez vérifier les données liées à votre équipe. Alors, par exemple, des données liées au taux ATMP, hein, c'est quelque chose qui est en plus d'actualité sur la fin de l'année avec les prochains taux qui vont arriver sur début janvier 2024. Et puis, vous pouvez vérifier aussi avec le tableau de bord DSN les données liées aux individus de votre club hein, par l'intermédiaire du BIS. Le BIS, c'est le bilan d'identification du salarié. Et surtout avec les comptes rendus métiers dont on va vous parler tout à l'heure. Voilà des outils de paramétrage et de contrôle en tous les cas qui existent sur NetEntreprise. On a aussi des outils de paiement. Alors, le télépaiement en DSN, il sera possible, lui, par un bloc qui est dédié à cela, c'est le bloc numéro 20, qui est versement organisme de protection sociale. Donc, c'est avec un paiement par organisme de protection sociale et alors, je vois un petit problème de son, non, visiblement c'est bon, et par paiement, pardon. Donc, on a également pour le télépaiement des cotisations, il y a un module mandat hein, qui est obligatoire hein, pour quitter d'un prélèvement CEPA, notamment vers des institutions de prévoyance ou vers certaines mutuelles, certaines assurances. Et puis, autre service aussi, le service Cotizen hein, pour faciliter le paiement des cotisations sociales de retraite complémentaire vers Agir Carco. Donc voilà tout autant de services déclaratifs, des outils de paramétrage et de contrôle ou des outils de paiement que vous propose NetEntreprise. Et d'autres outils aussi pour aller, je dirais, encore un peu plus loin dans la performance sportive, hein, alors selon le profil de votre club, de votre équipe, mais vous avez d'autres services à disposition, un peu centrés sur la partie ressources humaines, formation, prévention. Vous avez un panel en fait avec le CPF, avec le compte professionnel de prévention, avec le compte ATMP pour la CARSAT, et vous avez aussi le service ILAS pour l'envoi de vos salariés à l'étranger lorsqu'ils sont en détachement, en mission à l'étranger. Donc avec cette déclaration à faire au préalable donc par le service ILAS. Et puis le compte entreprise, mais j'en parlerai tout à l'heure, voilà, qui est une nouveauté de la saison 2022-2023. Sans oublier également, donc on a également un bouquet MSA pour les entreprises du régime agricole. Et je vais passer la main avec une magnifique passe orchestrée vers Didier. Merci beaucoup Anthony. J'espère que vous m'entendez correctement. Mais oui, entre les outils, les déclarations qui étaient finalement dans un sens quasiment systématique, avec quelques retours avec les comptes rendus métiers, on a voulu rajouter aussi certains services qu'on voudrait à valeur ajoutée. Le premier, c'est effectivement un simulateur bonus-malus. Vous savez que le bonus-malus, c'est une modulation du taux de cotisation de l'assurance chômage qui est destiné à diminuer le nombre d'emplois précaires et de micro-contrats. Donc on a cette déclaration, donc on a cet indicateur bonus-malus, et puis du coup on a mis à disposition un simulateur qui permet d'estimer, alors ça ne fait que des pronostics, hein, ça permet d'estimer le taux, la modulation du taux qui va vous être proposé, donc en fonction des entreprises, si vous faites partie des secteurs qui sont concernés. Ça permet justement de définir un taux de contribution, sachant que ça n'est effectivement qu'un pronostic et ce n'est pas forcément
le taux définitif qui va vous être proposé. Donc, pour ça, il faut faire partie du club qui est éligible au bonus-malus. Donc, je vous ai quelques entreprises, quelques secteurs dont les entreprises sont concernées et avoir déposé une DSN dans les 3 mois qui précèdent l'accès au simulateur. Parce qu'en réalité, on a besoin de l'ancienneté de ces 3 mois pour pouvoir faire ce calcul. Et puis, avoir déposé une DSN pour un club éligible pour pouvoir accéder à ce fameux simulateur. Deuxième service à valeur ajoutée qui arrive, c'est celui, alors on dit à mi-saison 2024, bien évidemment, un service d'indicateur qui va vous permettre de vous comparer par rapport aux autres employeurs, j'allais dire aux autres entreprises, aux autres employeurs du même secteur d'activité ou alors dont la localisation géographique est identique. Enfin, des éléments qui vous permettent de vous situer, non pas dans un esprit de compétition, même si on est effectivement dans des images de sport, mais dans un esprit plutôt de mesurer le niveau que vous atteignez. Alors, en dehors de ces outils, vous avez bien évidemment les portails de nos partenaires. Pour les entreprises privées, vous avez l'URSSAF. Vous l'avez dans plusieurs slides précédentes, diapositives précédentes, pardon. Vous avez des petits mots qui sont soulignés. Ce sont des liens hypertextes. Donc là, par exemple, pour l'URSSAF, la partie soulignée, ça vous emmène sur le site URSSAF. N'y allez pas tout de suite. Autant attendre la fin de cette présentation. Pour les entreprises publiques, le PEPS. Pour les employeurs publics, le PEPS. Pour les experts comptables, mon espace. Et puis pour le régime agricole, mon espace privé. Pour ceux qui en sont bénéficiaires, vous les connaissez bien évidemment. On a mis à disposition aussi en 2023 un nouveau service qui s'appelait Soltea, qui était relatif à la taxe d'apprentissage et surtout au financement, au fléchage, pardon, de la part complémentaire. Et on est dans l'action qu'on a appelée financer la formation des futurs joueurs. À la limite, dans tous les clubs, vous avez effectivement des centres de formation. Et bien là, le solde de la taxe d'apprentissage, vous pouvez décider à quel établissement il va être attribué. Que ce soit un établissement de votre territoire, que ce soit un établissement qui forme des salariés pour votre secteur. Donc ça, c'est effectivement un plus qui est apporté. Donc on savait cette année que le fait de recouvrir la taxe d'apprentissage au travers de la DSN a permis d'augmenter considérablement les sommes qui ont été collectées, bien évidemment. Et avec le solde, ça permet à beaucoup d'entreprises de décider qui va pouvoir bénéficier de ce solde. Donc, 3 étapes. Le premier, on calcule le montant qui est dû au titre de la masse salariale de l'année passée. Vous devez déclarer et payer le montant à l'URSSAF ou à la MSA, via la DSN d'avril, mais c'est parce que ce sont les 2 portails qui vous permettent de déposer la DSN. Et puis, petit 3, vous pouvez répartir vers l'établissement concerné au travers de cette plateforme Soltea de fin mai-juin jusqu'à septembre-octobre. Donc cette année, c'était jusqu'au 9 octobre. Sachant que pour accéder à cette plateforme, il faut s'habiliter. On vous parlait tout à l'heure des licences et autres. Il faut effectivement une habilitation spécifique pour pouvoir s'y installer. La slide qui suit m'était pas du tout donnée puisque c'est à Anthony que je vais immédiatement dans un 1-2 fantastique renvoyer sa passe de tout à l'heure. Merci Didier pour ce beau 1-2. Donc oui, au niveau d'une nouveauté de la saison 2022-2023, le compte entreprise, donc qui fête bientôt ses 1 an, hein, il a ouvert mi-décembre 2022. Donc c'est un service assurance maladie. C'est finalement une sorte de portail dans le portail Net Entreprise. Donc à terme, c'est un service qui va regrouper tous les services proposés par l'assurance maladie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir différents services un petit peu satellites comme ça qui sont dispatchés sur Net Entreprise ou sur des plateformes plutôt locales en fonction des départements, des régions, sur d'autres sites. Donc voilà, le compte entreprise, il a ouvert ses portes en accueillant un premier service de dépôt de pièces justificatives en ligne. Donc, lorsque vous souhaitiez compléter un dossier pour un de vos salariés qui était en arrêt de travail, par exemple un bulletin d'hospitalisation, là, vous pouvez utiliser le service de dépôt de pièces justificatives en ligne directement. Ce qui fait que une fois le dépôt fait, la validation, l'envoi du dépôt est fait,
l'assurance maladie le reçoit en 1 heure. Alors, ça ne veut pas dire que le bulletin va être traité en 1 heure, mais ça veut dire que techniquement, depuis votre clic de souris, 1 heure après, nous, en assurance maladie, on est en capacité de voir le bulletin d'hospitalisation. Donc, on oublie maintenant les éventuels derniers envois par mail et on passe par le compte entreprise. Alors, comment y adhérer finalement? On est tout le temps sur le capitaine qui va devoir ouvrir les droits, donc avec le service qui s'appelle le compte entreprise, mais aussi l'attestation de salaire. Donc, c'est une combinaison de ces deux services-là que le capitaine va devoir donner donc à ses déclarants, à ses joueurs. Donc voilà, historiquement, on a sur le compte entreprise ce dépôt de pièces justificatives. On a eu également l'arrivée en juin 2023 d'une nouvelle recrue, on va dire, sur le site de Net Entreprise, un nouveau service, finalement, une nouveauté, un nouveau maillot, on pourrait dire ça comme ça, qui est la déclaration d'accident de travail en ligne, mais version 2.0 ou 3.0, qui est beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus rapide à utiliser et qui permet également, tout comme le dépôt de pièces justificatives en ligne, l'identification de votre salarié à la caisse de rattachement. Donc, c'est aujourd'hui un atout d'utiliser le compte entreprise. Et on a également, depuis le mois de septembre, donc depuis quelques semaines déjà, pour les entreprises qui sont hors DSN, sur le signalement d'arrêt paternité notamment, la déclaration des dates de congé paternité va pouvoir être faite également sur le site Net Entreprise et dans le compte entreprise. Donc voilà, petit à petit, on a un service qui s'enrichit simplement, si on veut se focaliser sur le service de dépôt de pièces, comment y accéder? Donc, en allant sur le compte entreprise, puis, alors c'est gérer, maintenant ça a changé, c'est gérer les justificatifs, gérer le dossier d'indemnité journalière, pardon. Et une fois que vous cliquez sur gérer le dossier d'indemnité journalière, là, vous allez pouvoir vous laisser guider, rentrer le numéro de sécurité sociale, ça va identifier votre salarié et automatiquement renseigner son nom et son prénom. Et vous allez pouvoir définir le type de pièce, le motif de votre dépôt et donc charger les pièces au format PDF et vous pourrez soit sauvegarder votre envoi, donc ça ne va pas envoyer les pièces, ou bien valider votre envoi et donc là, la caisse va le recevoir. Donc voilà pour la nouveauté. Je repasse la main à Didier pour la suite. Merci bien. Depuis le début, on vous parle de tout ce qui est numérisation, tout ce qui est mise à disposition. On est aussi extrêmement attaché à ce qu'on appelle la fiabilisation des données. Chacun des organismes participe à cette fiabilisation. Mais du coup, sur ce schéma, on essayait de vous définir ce qui était du paramètre collectif et ce qui était du paramètre organisme ou du paramètre métier. Ce qui est du paramètre collectif, c'est la conception de la norme, puisque désormais, avec NeoDES pour le dépôt des DSN et NeoRes pour le retour, c'est-à-dire pour les comptes rendus métiers, l'ensemble des bénéficiaires, des destinataires des données de la DSN et donc des retours dans les CRM utilisent le même langage. Cette norme, elle est commune à tout le monde et elle permet effectivement d'aller rapidement vers des comptes rendus métiers normalisés. On va y revenir un petit peu plus loin. Il y a tout ce qui est du contrôle de la norme jusqu'à l'émission de la DSN, puisque le fait d'avoir ce lien entre la norme qui est fixée, qui s'applique à tout le monde, qui ensuite est déployée dans les logiciels de paye, donc à la main des éditeurs de paye, jusqu'à vous, gestionnaire de paye ou chargé de paye. Et puis surtout, la vérification de la bonne implémentation dans les logiciels de paye, c'est de faire que chacun des logiciels permette de transférer les données qui sont attendues dans les bonnes conditions aux bons interlocuteurs. Et puis après, on a des périmètres qui sont plus spécifiques à certains. Il y a des contrôles métiers qui sont réalisés à réception des données DSN, ce qui fait que vous avez des comptes rendus métiers qui vous parviennent avec quelques jours de délai, certains quelques heures, d'autres quelques jours, et puis des campagnes de fiabilisation qui sont menées par les organismes, soit pour fiabiliser les SIRET, pour fiabiliser les NIR, pour fiabiliser certaines données quand on les identifie. Et pour la suite, pour l'avant-match et s'entraîner, j'ai plaisir de laisser la parole à ma collègue Marie-Laure de l'URSSAF pour la suite. Je prends le relais, oui, sur l'avant-match. Nous allons nous entraîner pour préparer au mieux les données de la paye.
Tout d'abord, toutes les informations dont vous avez besoin pour commencer à jouer, ce sont les données identifiantes, c'est-à-dire le SIRET de votre établissement et les numéros de sécurité sociale pour vos salariés. Vous aurez besoin aussi des données financières dites agrégées pour l'URSSAF ou les autres organismes, les informations concernant votre établissement et les données nominatives qui concernent vos salariés. Pour votre dépôt, il vous faut bien sûr le logiciel, puis sur Net Entreprise, nous l'avons vu tout à l'heure, il faut définir un déclarant. Pour pouvoir jouer, il vous faut donc les informations relatives à votre entreprise, à votre établissement, mais aussi avoir les informations sur vos salariés, connaître les événements, les éléments de rémunération, comme le contrat de travail, les arrêts de travail, les revenus de remplacement, et cela découlera les montants de calcul des cotisations. Pour cela, vous avez 3 outils pour vous permettre de bien jouer, de préparer, de transmettre les données. Tout ça, ça commence par le bon numéro de SIRET. Donc, avec le certificat de conformité, vous pouvez avoir cette information. Si jamais vous avez un souci au niveau de votre SIRET, n'hésitez pas à prévenir l'URSSAF et à ce moment-là, on interviendra pour pouvoir faire connaître votre établissement en tant qu'établissement employeur. Il vous faut également avoir le bon numéro de sécurité sociale pour votre salarié. Si jamais votre salarié n'a pas le numéro de sécurité sociale, vous pouvez faire une demande à la caisse primaire d'assurance maladie, la demande du NTT, le numéro temporaire. Et ensuite, vous pouvez contrôler le fichier. C'est un outil pour contrôler le format de votre fichier. Vous avez différentes applications, on l'a vu tout à l'heure également. Lorsque ces applications sont soulignées en bleu, c'est que vous avez le lien pour pouvoir accéder à ces applications. Donc, on revient sur le contrôle SIRET. Vous avez les tables de nomenclature. Donc, ça permet de faire un paramétrage codifié suivant le cahier des charges. Vous avez le tableau de bord DSN Net Entreprise qui est la vue d'ensemble des DSN mensuels et de tous les signalements d'événements que vous avez transmis. Ensuite, DSN Val qui permet de contrôler et de fiabiliser les fichiers DSN, donc de vérifier les anomalies. Et ensuite DSN FPOC qui va contrôler vos données DSN. Cela permet de vérifier la conformité pour les organismes complémentaires. Maintenant, place au match. On accède à la déclaration. Pour l'échauffement, dans un premier temps, il y a l'amorçage des données variables. S'il s'agit de récupérer, par exemple, le taux PASS, le prélèvement à la source, ou l'affiliation des contrats des organismes complémentaires. Le temps officiel, c'est votre transmission. C'est un flux mensuel. Vous serez mensuel au 5 ou au 15, suivant l'effectif de votre entreprise. Cette transmission, elle est dématérialisée. On vous le disait tout à l'heure, aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est plus un secret pour personne, c'est mensuel et dématérialisé. Sur ce temps-là, vous pourrez faire apparaître tous les événements, les arrêts de travail ou les reprises suite aux arrêts de travail ou la fin d'un contrat de travail unique. Vous avez aussi la possibilité de vérifier les notifications AT-MP et bonus-malus pour appliquer les bons taux. Et à ce moment-là, vous avez aussi la possibilité à tout moment de nous signaler, de nous faire des signalements sur vos salariés du moment qu'ils ne donnent pas lieu à un calcul de cotisation. Donc ça, vous pouvez les transmettre à tout moment. Sur le signalement amorçage des données variables, c'est un paramétrage donc pour récupérer votre taux PASS, le prélèvement à la source. Nous attirons votre attention sur le fait que début 2025, ce service n'existera plus. Vous pouvez initialiser le processus d'affiliation ou modifier les paramètres pour les contrats des organismes complémentaires et gérer leur ayant droit. Vous pouvez obtenir par anticipation le BIS, le bilan d'identification des salariés, et vous pouvez également récupérer le numéro du contrat de travail qui va permettre une continuité s'il y a une mutation de votre salarié,
si vous changez de tiers déclarant ou si vous changez de logiciel. On parle maintenant d'effectuer les contrôles par rapport au dépôt. Et donc là, soit on a un carton jaune, soit on a un carton rouge. L'objectif, c'est que les règles du jeu soient respectées. On parle de carton jaune si il y a une incohérence avec votre cahier des charges. À ce moment-là, on parle d'anomalies non bloquantes où vous pouvez revenir dessus pour pouvoir les modifier. En revanche, si vous avez un carton rouge, votre DSN est rejeté et à ce moment-là, il faudra reprendre les étapes que l'on venait de voir précédemment pour pouvoir avoir une cohérence et ainsi nous renvoyer la DSN. On va parler d'un temps fort de 2023, c'est l'apparition du montant net social qui correspond aux revenus que les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité doivent déclarer pour calculer leurs prestations, puisque 34% des personnes qui ont droit au RSA ne le demandent pas. L'objectif, c'est de simplifier les démarches des bénéficiaires et faciliter le remplissage des déclarations de ressources. Ce montant net social, il est calculé sur la rémunération brute versée par un employeur, où on soustrait les cotisations sociales salariales obligatoires et on additionne la contribution de l'employeur au financement de la protection sociale supplémentaire facultative. En plus de faciliter le calcul à faire pour l'allocataire, il réduit le non-recours aux prestations et il facilite l'accès aux droits. Il réduit le risque d'erreur sur les déclarations et il évite les régularisations. Et il permet progressivement de pré-remplir les déclarations de ressources. Alors attention, il ne faut pas confondre ce nouveau montant de montant net social avec le net imposable et le montant net à payer qui figureront toujours sur le bulletin de paie. Je laisse la main. Merci Marie-Laure. Alors effectivement, un temps fort également de la saison 2023, c'est le déploiement du temps partiel thérapeutique en DSN. Alors disons qu'il y a eu une première amorce, une première stratégie de jeu, on va dire ça comme ça, au premier lancement au printemps 2023. Mais aujourd'hui, des réglages sont toujours en compte pour la prise en compte de la DSN. Donc, c'est pas du tout encore acté. Voilà, il y a eu des premiers essais. Aujourd'hui, lorsque donc un de vos salariés a un temps partiel thérapeutique, donc c'est soit sur le risque maladie, soit sur le risque accident de travail, voire maladie professionnelle. Donc au niveau des CERFA, maintenant on a des CERFA d'arrêt de travail qui sont uniformisés depuis 1 an et demi environ. Et donc le médecin prescripteur peut mettre si le temps partiel thérapeutique est en lien soit avec de la maladie, soit avec de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle. Vous, en tant qu'employeur, en tant que capitaine ou joueur de votre club, on va vous inviter pour faire vos déclarations de temps partiel thérapeutique, donc toujours de les faire à terme échu, mais on préconise encore l'utilisation du service attestation de salaire sur Net Entreprise en sélectionnant bien le motif temps partiel thérapeutique. Donc uniquement dans la DSN et non dans un signalement, attention, hein, c'est uniquement dans la DSN mensuelle que vous allez pouvoir vous enregistrer l'absence de temps partiel thérapeutique. Alors ça se joue justement dans le bloc 60, qui est le bloc arrêt de travail en DSN. Donc enregistrez bien tout de même l'absence de temps partiel thérapeutique sur la bonne période prescrite, donc soit sur la période qui a été prescrite par le médecin, ou alors une période prescrite, mais qui a pu être interrompue, par exemple, par un arrêt de travail à temps complet. Donc à ce moment-là, l'arrêt de travail à temps complet, lui, va venir interrompre le temps partiel thérapeutique à la veille de cet arrêt à temps complet. Donc voilà, simplement continuer d'utiliser le service attestation de salaire sur Net Entreprise en renseignant la perte de salaire sur la bonne période. Et puis, suite à ça, enregistrer l'absence dans le bloc 60. Et si vous utilisez le bloc 66, si vous êtes amené à le compléter, il faudra valoriser un montant à 0 €. Donc ça, ce sont les préconisations dans l'attente d'un futur déploiement du temps partiel thérapeutique en DSN, c'est-à-dire la rematérialisation de l'attestation auprès de la caisse. Donc ça, c'est pas encore
d'actualité. On est toujours sur des travaux en cours. Donc voilà un point fort de la saison 2023 qui peut être amené à revenir pour la saison 2024. Et je vais laisser la parole à Agnès. Merci Anthony. Alors un petit focus là pour vous parler en fait de la DOETH. C'est la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés. Donc c'est depuis 2020 dans la DSN en fait les entreprises doivent déclarer finalement le statut des travailleurs handicapés qui sont dans l'entreprise. Donc ça, c'est une chose. Après, s'il y en a pas, il y en a pas. Ou parfois, elles peuvent ne pas être au courant qu'un salarié bénéficie à un handicap parce que tous les handicaps ne sont pas visibles. Et pour autant, voilà, quand elle en a connaissance, elle déclare donc dans sa DSN mensuelle. Par contre, pour les entreprises qui ont 20 salariés et plus, là, il y a une obligation d'emploi à un taux de 6%. Les entreprises doivent avoir un certain nombre de personnes handicapées dans l'entreprise. Et donc, si elles ne satisfont pas en fait à cette obligation-là, elles doivent dans la déclaration annuelle, donc une fois par an, sur la DSN d'avril, en fait, donner tous les éléments. Et si elles ne respectent pas les 6%, à ce moment-là, elles sont redevables d'une contribution. Et elles doivent payer cette contribution. Ce que je voulais vous préciser aussi, c'est que par rapport à la DOETH, l'URSSAF est un partenaire incontournable, mais c'est bien sûr aussi pour ceux qui la connaissent ou ceux qui la connaissent pas. Notre partenaire historique, c'est l'AGFIP, avec un numéro dédié et un mail pour les entreprises qui auraient besoin d'informations. Et côté URSSAF, nous, on a développé tout un espace aussi pour la DOETH avec un guide et des fiches pratico-pratiques pour faciliter la déclaration de cette nouvelle obligation. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je vais de nouveau, moi, passer la balle à Marie-Laure. Merci Agnès. On passe maintenant à l'après-match. Pardon. Il est temps de tirer les conclusions et de vérifier la réception des comptes rendus métiers. Alors, il faut corriger les fautes. Nous sommes avant l'exigibilité, il faut faire une annulaire en place. Vous avez jusqu'à la veille, avant la fin du match, pour pouvoir effectuer votre annulaire en place. Il y a donc 2 exigibilités, le 5 et le 15, donc le 14 avant minuit ou le 14 avant minuit. Ça viendra écraser les informations précédemment envoyées via la DSN. En revanche, si c'est pendant le match ou après le match, il faudra procéder à un bloc de régule. Alors, on parle de faute identifiante. Ça peut être un élément sur l'identité de votre salarié, son nom, son prénom, son numéro de sécurité sociale. À ce moment-là, on parle de bloc changement, donc l'annulaire en place. En revanche, pour les autres informations, si jamais nous sommes après la date, ce sera toujours le bloc de régule, ou bien vous pourrez quand même faire un bloc de régule si on est avant cette date d'exigibilité. Quels sont les moyens pour signaler les fautes? Eh bien, on fait référence à carton jaune et carton rouge. Alors, si on a un carton jaune, on a la possibilité de consulter le bilan d'anomalie sur le certificat de conformité. Vous avez aussi la possibilité de consulter le BIS, le bilan d'identification des salariés. C'est un contrôle grâce à l'identité sur l'ensemble des individus déclarés dans la DSN. Les bilans des contrôles interdéclaration, c'est une des non-satisfactions de l'un des contrôles. Et vous avez donc les comptes rendus métiers, les CRM, qui se remontent par le biais du système d'information. Et ces cartons jaunes, vous pouvez toujours les corriger. En revanche, si vous avez un carton rouge, eh bien là, votre DSN est rejeté et il faudra reprendre les éléments de départ, contrôler et nous renvoyer votre DSN pour refaire le jeu.
Alors, les CRM normalisés, les comptes rendus normalisés métiers sont émis suivant la norme NEORES, donc c'est la norme d'échange optimisé des retours sociaux. C'est envoyé sous un format unique avec une structuration et des propos clairs dans les comptes rendus métiers. Ça permet d'effectuer les corrections nécessaires, puisque c'est une obligation réglementaire. Il est important de fiabiliser les données pour garantir les bons droits de vos salariés. Donc, on va faire des focus sur certains comptes rendus métiers, notamment le numéro 118, qui est en fait le calcul de votre effectif. Et donc, il est utile pour le calcul de l'OETH, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, ou de la CSA, la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Et depuis 2023, ces calculs définissent donc votre effectif moyen sur la CSA FIP ou alors la CSA. Et donc, comme disait Agnès, ces effectifs vont déterminer, ce calcul d'effectifs va déterminer si vous devez y cotiser ou non. Ensuite, les comptes rendus métiers 119 et 120, ils visent à améliorer la fiabilisation des données. En fait, ce sont des comptes rendus métiers complémentaires. Si le CRM 119 remonte, il remonte lui à H+4, c'est-à-dire que si vous avez déposé votre DSN et qu'il y a des anomalies, vous pourrez toujours faire une annulaire en place. En revanche, si c'est le CRM 120 qui remonte, lui, il est transmis à J+5, donc après l'exigibilité, et donc là, il faudra faire le bloc de régule. Ça permet de fiabiliser les données individuelles avec la cohérence des données agrégées et c'est sur la base donc des contrôles suite à votre envoi. Et donc la MSA, mi-saison 2024, va commencer à transmettre ces CRM normalisés pour le régime agricole. Au niveau du CRM 121, en fait, c'est par rapport à l'identité. Donc, il complète le BIS, mais il diffère du BIS dans le sens où il est émis uniquement dans le cas où une anomalie est détectée sur un des individus de la déclaration. Et il faut faire attention à ce CRM, puisqu'en fait, il peut y avoir un impact sur les prestations retraite ou sur certaines allocations pour le salarié. Concernant le CRM 117, il concerne le bonus-malus. Donc, depuis 2022, il porte sur le taux de modulation applicable aux cotisations assurance chômage bonus-malus. Et depuis septembre 2023, ce CRM, il porte sur le taux modulé bonus-malus, mais aussi sur le taux bonus-malus de la caisse des congés payés. Prochainement, vous aurez accès à des modulations, c'est-à-dire que vous pourrez enregistrer, par exemple, une fin de contrat. Vous pouvez également, via votre espace en ligne ursaf.fr, consulter un nouvel outil qui s'appelle Suivi DSN pour prendre connaissance des comptes rendus métiers qui remontent suivant les anomalies qui pourrait y avoir. Donc, vous pouvez également regarder dans l'historique des déclarations, toujours sur votre espace URSAF. Dans l'historique des déclarations, vous pouvez consulter ce qui a été transmis à l'URSAF et faire le lien avec ce que vous avez déclaré depuis votre logiciel. Si toutefois, avec ces CRM, vous ne comprenez pas les anomalies qui sont rencontrées, n'hésitez pas à nous contacter via la messagerie du compte en ligne URSAF. Et aussi, il y a un nouvel outil qui est sur notre site ursaf.fr, en bas de la page, dans la rubrique « Nous contacter ». Vous pouvez également vous positionner sur une demande de rendez-vous téléphonique et c'est vous qui choisissez la date et l'heure à laquelle vous souhaitez être contacté par téléphone. Je vais passer maintenant la main à Didier. Me voilà. Merci beaucoup pour ces explications, Marie-Laure. Moi, je fais un petit détour sur un autre compte rendu métier, un autre signalement que vous voyez apparaître juste sur la slide. C'est le signalement Mes droits sociaux. Mesdroitssociaux.gouv, c'est un portail qui a été ouvert par le législateur qui met à disposition de tous les individus le pendant de la DSN, c'est-à-dire qui décrit
par individu l'ensemble des données qui ont été transférées de façon dématérialisée et numérique. Chacun d'entre nous, bien évidemment, a déjà ouvert son compte, mais l'idée étant que, à partir du moment où vous pouvez détecter, pour votre cas personnel, un écart, une anomalie, une erreur, vous pouvez demander, faire un signalement au travers de ce portail qui va remonter donc auprès de vous, là, en tant que gestionnaire de compte ou en tant que gestionnaire de paye, qui va remonter d'abord un mail qui arrive de l'adresse ne pas répondre signalement mes droits sociaux.gouv, qui vous renvoie sur un compte rendu métier dans lequel est expliqué cet écart. Et cet écart, vous pouvez effectivement soit décider de le corriger en disant mais oui, tout à fait, il y a eu un problème au moment de la saisie ou une mauvaise affectation d'une prime, ça c'est toujours possible, mais aussi dire mais pas du tout, non, il n'y a pas d'erreur, c'est une mauvaise interprétation de la part de mon agent ou de mon salarié, donc je refuse. Et vous le renvoyez sur mesdroitssociaux.gouv. C'est important parce que beaucoup de personnes se posent des questions sur que deviennent les données numériques, qu'est-ce qui est déclaré pour moi. Alors déjà vous avez des questionnements encore un peu sur mais je ne sais pas exactement ce que j'ai envoyé, j'aimerais bien une rematérialisation, mais c'est compliqué puisque c'est un flux numérique qui part, il n'y a pas de rematérialisation du flux. Mais du coup, chacun peut aller vérifier pour son propre cas ce qui a été déclaré, ce qui est mis à disposition. Alors maintenant, la partie suivante, je pense que je dois être le seul d'être en âge de me souvenir de qui animait une émission radio qui s'appelait On refait le match, ce cher Eugène, mais peut-être que parmi vous, il y en a d'autres. On va repartir sur les conseils que l'on peut donner. Dans le même temps que je vous fais cette présentation, je vous invite à utiliser la petite icône sondage. On vous a posé 8 questions. C'est vraiment, alors bien évidemment, je vous invite à ne mettre que des commentaires extrêmement satisfaits pour les prestations de mes collègues, que ce soit Agnès, Anthony ou Marie-Laure, mais aussi si vous avez des points sur lesquels vous souhaitez qu'on progresse, voire des sujets que vous souhaitez que l'on aborde, on vous invite à nous donner des éléments. C'est une façon pour nous d'avoir un peu de retour sur cette animation et ce webinaire que nous faisons cet après-midi. Alors, quand on parle de la qualité des données, c'est pas mal aussi d'expliquer que ces fameuses données, la fameuse qualité des données, c'est l'affaire de tous. C'est d'abord l'affaire des éditeurs de logiciels de paie. Vous avez vu, quand on a parlé tout à l'heure de ce qui était du niveau du collectif, c'est la création d'une norme et que cette création de norme soit bien implémentée dans les logiciels de paie, qu'il soit adapté à vos pratiques particulières et qu'il réponde à vos demandes. Ensuite, le deuxième responsable de cette qualité, c'est vous. C'est comment est-ce que vous utilisez le logiciel de façon à ce que ça soit au plus proche de la réalité, bien évidemment, en fonction des informations que vous avez. On n'est pas non plus ni les uns ni les autres des surfemmes ou des surhommes, donc on ne peut déclarer que ce que l'on connaît. Le troisième, c'est notre entreprise, c'est nous. On doit mettre un système qui fait que le boulot qui a été fait par les éditeurs logiciels et tout ce qui a été décrit et transmis par les gestionnaires de paye, ça soit correctement traité. Ça va être envoyé vers les organismes de protection sociale qui ont pour mission de les recevoir, de les lire, de les traiter et puis de les implémenter et de faire valoir les droits pour lesquels les cotisations ont été versées. Et le cinquième et dernier, c'est l'allocataire ou l'assuré qui lui aussi peut jouer un rôle dans cette qualité des données en allant consulter justement sur mesdroitssociaux.gouv ou sur d'autres éléments si les données qui sont déclarées ou qui sont portées pour lui sont justes. On peut parfaitement attendre 50 ans et recevoir son premier relevé de carrière pour s'apercevoir qu'il y a certaines zones lacunaires à l'intérieur des déclarations. Ou alors on peut le faire dès ces 5 premières années d'activité, puisque de plus en plus on avance dans le temps et la mise à disposition de ces données, elle est faite au plus tôt par l'assurance retraite. Mais de toute façon, au travers de mesdroitssociaux.gouv, chaque individu peut constater et peut participer à cette qualité des données. Alors, vous allez me dire, bon, c'est bien gentil, votre histoire, on est responsable, mais enfin, en même temps, l'erreur est humaine, comment on fait? Eh bien, justement, la loi, depuis 2018, après la loi Pacte, la loi que l'on a dit, la loi OUPS, elle reconnaît le droit à l'erreur. On arrête le temps où on imaginait qu'à partir du moment où il y avait un écart, une anomalie, c'était une faute volontaire, voire même c'était quasiment peut-être une petite fraude contre laquelle on allait lutter tout de suite. Non, mais bien sûr que non, on sait très bien que c'est pas ça. On sait très bien que plus on va avancer
dans les technologies de dématérialisation, plus on va avancer sur une nécessité d'être de plus en plus précis dans les déclarations qui sont faites et dans les éléments partagés, eh bien les risques d'erreur sont démultipliés, parce que tant qu'il y aura des interventions humaines, tant chez vous que chez nous, bien évidemment, on peut avoir des erreurs qui sont en place. Et dans ces cas-là, eh bien la loi OOPS vous reconnaît le droit à l'erreur et donc vous permet, quand une erreur a été identifiée, et si elle est corrigée avant l'échéance suivante, enfin pour l'échéance suivante, il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas de mise en place. Pour ça, il faut lire les comptes rendus métiers et il faut corriger les erreurs que l'on vous remonte. Parce qu'en réalité, les données de moins bonne qualité ou les erreurs déclaratives, elles impactent directement les droits des salariés et puis les droits à prestations. On dit une cotisation exacte pour un juste droit des individus. Et donc, chaque maillon de la chaîne participe à la qualité globale nécessaire. On a tendance à dire la qualité d'une chaîne, c'est la qualité de son maillon le plus faible. Et en l'occurrence, on ne cherche pas le maillon le plus faible, on cherche simplement à ce qu'il y ait un niveau de qualité au niveau de tous les maillons soit bon et donc que tous les chiffres sont importants. Parce qu'on va calculer au fil de l'eau avec ces chiffres-là les droits maladie, bien évidemment, chômage et retraite. Mais on va aussi calculer les droits spécifiques congés pour des entreprises qui sont adhérentes à une caisse de congés, que ce soit le bâtiment, le transport maritime, le transport ou la manutention portuaire, pardon. Ça va permettre une simplification des démarches des citoyens pour des prestations de solidarité, le montant net social qui va permettre à chaque individu qui y a le droit de faire une juste déclaration, que ce soit pour une demande de RSA ou pour un complément de prime d'activité. La plupart des opérations de recouvrement de cotisations, oui, les cotisations, que ce soit l'URSSAF, la DGFiP ou autre, personne ne s'amuse à aller chercher plus d'argent que ce qui est dû. Par contre, c'est normal que les cotisations soient le juste reflet de la situation de l'entreprise, des individus et de la période pendant laquelle c'est déclaré. Donc, il faut vraiment que ça soit de la meilleure qualité possible pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans le recouvrement des cotisations, que ce soit en plus ou en moins. Il est fort possible, on peut aussi limiter les indus ou les faux positifs avec des données les plus qualitatives possibles. On peut augmenter l'aide aux entreprises parce qu'on va tout de suite déterminer, on peut tout de suite, et l'URSSAF utilise beaucoup ces outils de suivi d'entreprises soit en difficulté, soit de secteurs en tension, pour justement proposer des aides et intervenir avant que la situation ne soit catastrophique. Mais pour ça, il faut qu'on ait les données les plus précises possibles. On peut suivre plus facilement les politiques publiques et puis avoir des statistiques vraiment justes. Donc, on a parlé des comptes rendus métiers, on a parlé des impacts de la qualité des données. Maintenant, vous n'êtes pas, vous savez, la fameuse petite phrase « nul n'est censé ignorer la loi », elle se complète. La phrase complète, c'est « nul n'est censé ignorer la loi » quand elle est écrite. Et pour que la loi de la DSN soit écrite, eh bien, il y a une base de connaissances dans laquelle vous avez accès à toutes les informations qui peuvent vous être utiles demain. Soit par une recherche littérale, avec des mots en langage parlé, soit avec des langages par mots-clés, ou soit des recherches spécifiques. Normalement, la quasi-totalité des cas que vous pouvez rencontrer est documentée dans la base de connaissances. Si par hasard, un cas nouveau apparaissait avec une nouvelle réglementation, une nouvelle modification réglementaire ou alors avec une évolution des logiciels de paye, bien évidemment, on va essayer le plus vite possible de documenter cette nouveauté de façon à avoir des fiches consignes qui vous permettent d'avoir la meilleure qualité possible dans les données que vous allez transférer. On refait le match. Le SIRET, il est capital. C'est vraiment capital. Quand on va changer de SIRET, on ne ferme pas l'ancien tant que le nouveau n'est pas ouvert parce qu'il faut qu'on chaîne entre les SIRET. On peut transférer les informations d'un SIRET sur un autre. Quand on connaît le lien qui existe entre les deux, s'il n'y a pas de lien, on est incapable de le faire, les données sont perdues. Donc en cas de transfert vers une nouvelle équipe, surtout, on ne ferme pas l'ancien, on transfère toutes les archives et toutes les données entre les deux de façon à ce que le nouveau SIRET emporte la totalité des éléments nécessaires. Et puis, on revient sur l'outil DSN Contrôle SIRET qui permet de vérifier que l'entreprise que vous avez, elle a vraiment un compte employeur utilisable à l'URSSAF, qu'elle est bien immatriculée auprès de l'INPI et donc qu'il n'y aura pas de trou dans la raquette. Ça, c'est pour le SIRET, pour l'établissement. Mais il y a la même chose pour les individus, pour le joueur, la licence, le fameux NIR. C'est capital. Aujourd'hui, tous les Français ont un NIR. Tous les Français
à la naissance, retrouvent ces numéros qui peuvent être affectés, même si jusqu'à 16 ans, effectivement, on peut être sous le numéro de sécurité sociale de ses parents. Mais en attendant, ce NIR, cette identification, elle est unique. On va se trouver dans des situations particulières, travailleurs étrangers ou d'autres situations que je n'imagine même pas, puisque ça, c'est plutôt le métier de ceux qui ont à gérer justement cette identification, mais qui découvrent régulièrement des situations particulières. Quand il y a l'impossibilité d'avoir un NIR rapidement, on peut demander à la CPAM, l'individu peut demander à la CPAM qui va lui attribuer un NIR, un numéro technique d'attente, qui va être normalement, c'est l'équivalent du NIR, mais pour lequel il n'y a pas de certification. Si il n'y a ni NIR, ni, c'est nul comme phrase, si vous n'avez ni le NIR, ni le NIA, vous pouvez créer un numéro de technique temporaire. Pour l'ensemble des déclarants, on a demandé à ce qu'il y ait un format qui soit respecté pour le NTT. C'est le code sexe suivi du SIRAN et puis le numéro matricule. Lui, il est unique et il va suivre l'individu pendant tous les matchs. Sur toutes les feuilles de match, on va avoir le même. Jusqu'au moment où on va recevoir le NIR ou le NIA. Et à ce moment-là, c'est fort simple. Dans la même DSN, vous utilisez et le NTT et le NIR. Et nous, on va savoir faire le chaînage entre le NTT et donc, alors que ce n'était pas possible avec un NTT ou un NIA, on va pouvoir valider les droits pour lesquels les cotisations étaient perçues. Et un salarié, l'individu, va avoir ses droits respectés. Si vous n'avez pas si l'individu n'a pas de NIR et n'a pas d'identification certifiée, les droits chômage, les droits assurance maladie, on est dans l'incapacité de lui verser. Moins embêtant, on va parler du contrat, je vais moins me gourer dans les phrases, ça fera moins ma langue qui fourche. On va parler du contrat. Le NIR, le SIRET et le contrat sont indispensables puisque le chaînage du contrat peut se faire. Pour les éléments internes au contrat, on a quelques particularités qui sont vraiment importantes. La première, c'est la modalité d'exercice du temps de travail. Et du coup, les quotités de travail du contrat versus les quotités de référence. On va avoir pour un contrat, on va dire pour ce type d'activité, on va avoir une quotité de travail de ce type de contrat qui est de 35 heures. Mais, Monsieur Kuhn, comme il commence à être âgé, on va le laisser sur 32 heures. Donc moi, je vais avoir une quotité dans mon contrat de travail de 32 heures, alors que la quotité de référence va être de 35. Il faut porter les deux, parce que les 3 heures de différence, vous allez voir, quand on va parler des heures supplémentaires, ça peut tout changer. Donc là, on a en DSN des valorisations, ce sont des codes à chaque fois. Alors, on essaie de vous mettre le langage littéral, mais on a le code 10 pour le temps plein, 20 pour le temps partiel, 30 pour le temps alterné. Bon, enfin bon, vous savez bien comment fonctionnent ces cas-là, ces codes-là. Ce qui est vraiment important, c'est qu'on puisse identifier rapidement les éléments très précis du contrat parce que ça va impacter les droits retraite, les droits chômage et puis tout ce qui va être en regard du droit du travail au regard des agents ou des salariés pour qui vous faites ces déclarations. La quotité de travail, c'est la durée. Là, on reprend la métaphore du sport. Un match de rugby dure 80 minutes. Si on déclare 90 minutes, qu'est-ce que je vais penser, moi, qui ne suis pas sur le terrain? 90 minutes, c'est un match de foot, c'est pas un match de rugby. Donc, on ne va pas être du tout en relation avec les mêmes. Au rugby, on joue avec les mains, au foot, on joue avec les pieds. Et là, simplement, cette durée de match, ça peut donner une indication. Alors, ça peut la donner, mais surtout, si elle est mal renseignée, elle peut perturber les éléments qui vont être fournis. Donc, la quotité de travail, cette rubrique qui est dans le bloc 40 en 013, le bloc 40, on vous a parlé tout à l'heure des différents blocs, mais vous avez sur Net Entreprise, dans la base de connaissances, un petit schéma fort bien fait qui a été fourni par nos amis de l'assurance maladie où ils reprenaient les blocs, le bloc contrat, le bloc salarié, le bloc activité, le bloc cotisation, avec les numéros qui sont afférents. On s'y retrouve et ça, c'est un petit truc que je vous invite à utiliser, à garder au par-devers vous. Ça permet tout de suite de comprendre de quoi il s'agit. Ça, donc, cette quotité de travail du contrat doit être valorisée par la durée du temps de travail qui est porté au contrat. Donc, on a une erreur. S'il y a une erreur de cohérence entre la modalité en rubrique 14, la quotité est renseignée à 0, alors que le nombre d'heures du contrat, elle doit être indiquée. Donc, ce qui doit être déclaré, c'est ce qui est la durée réelle. Alors là, on dit sur la feuille de match, mais c'est la durée réelle d'activité de l'individu. Et puis, on peut avoir aussi une erreur avec l'unité de valeur de la quotité en rubrique. On sait qu'on est sur des contrats
dans le régime général qui sont à la valeur mensuelle. Dans la fonction publique et dans certaines professions, pas du tout, c'est l'heure. Alors, si vous mettez un mois au lieu d'une heure, c'est pas du tout la même chose, parce que être payé 1500 € sur le mois, c'est pas beaucoup, mais c'est bien. Être payé 1500 € de l'heure, ça veut dire que c'est déjà pas mal du tout, mais par contre, nous, on va multiplier par le nombre d'heures du contrat. Et les droits et les cotisations vont pas du tout être les mêmes, et ça risque de faire un choc quand les cotisations vont être calculées. D'autres éléments à l'intérieur du contrat, les codes régimes de base, risque maladie. Si on prend la métaphore du sport, si vous prenez un joueur et que vous le déclarez avec un code de risque maladie de la MSA, qui normalement est destiné aux jardiniers, on n'aura pas les mêmes choses. On va pas avoir les mêmes congés intempéries, on va pas avoir des choses qui sont identiques. Il est absolument indispensable que le code régime risque maladie colle avec le statut de la personne pour qui on le donne. Donc là, on a relisté la liste des codes. Vous avez le 134, régime spécial de la SNCF, le 144, Assemblée nationale, ils sont au boulot en ce moment, le 145 sur le Sénat, ils viennent de terminer, et puis 146, même le port autonome de Bordeaux. Vous vous rendez compte qu'on a des codes de régime risque maladie qui sont spécifiques. Le code régime spécial des industries électriques et gazières, donc ça, Camiège et Knièvre, on connaissait bien, mais il y a aussi le régime des cultes. Donc cet élément-là est vraiment important au niveau du contrat. Alors il y avait le risque maladie, mais il y a aussi le risque vieillesse. On ne va pas déclarer un joueur avec un code mandat d'élu qui lui est réservé aux arbitres, toujours en illustrant cette donnée sur le sport. Si on n'a pas le bon code régime vieillesse, c'est pas les bons droits qui sont affectés. C'est éventuellement pas les bonnes cotisations. C'est éventuellement des droits à surcotisation qui sont pas pris en compte. Donc cet élément en soi, parce que quand on est sur le code effectivement 122 pension civile et militaire de retraite de l'État, on se dit oui, c'est pas très grave, sauf que si on a tapé effectivement 122 au lieu de 160 qui est l'Opéra de Paris, je pense que les droits sont pas exactement les mêmes et les missions, bien évidemment, n'étaient pas les mêmes non plus. Si je vous donne ces deux types d'informations, c'est franchement qu'on a effectivement des problématiques bien particulières qui sont dues à ces deux typologies. J'en profite pour refaire juste un petit point avant de parler sur la déclaration du temps de jeu additionnel. On y vient sur les heures supplémentaires et complémentaires pour vous rappeler qu'on vous a mis des sondages et qu'on vous invite à voter 2000% pour mes collègues et surtout à nous dire si vous avez des choses spécifiques que vous souhaitez qu'on aborde d'un peu plus ou d'un peu mieux dans les prochains événements qu'on va mener vers vous. Alors, le jeu additionnel. Aujourd'hui, on a en erreur nombreuse des écarts entre les heures supplémentaires structurelles et les aléatoires. Alors, on a essayé de reprendre une illustration à peu près simple sur la différence entre heures supplémentaires structurelles, supplémentaires et complémentaires. Les heures supplémentaires structurelles, ce sont des heures supplémentaires qui sont prises en compte dans la rubrique quotité de travail du contrat. On imagine un contrat de 35 heures et le contrat de ce métier-là, 35 heures, et la personne a un contrat de 32. Si elle fait 3 heures supplémentaires, ce seront des heures supplémentaires structurelles, puisqu'il est possible d'aller jusqu'à 35. Si elle en fait 7, ça veut dire qu'elle sera à 32 heures les heures normales, plus 3 heures les heures supplémentaires structurelles, plus, pour aller jusqu'à 37, c'est-à-dire 4 heures, les heures supplémentaires tout court. Parce que les heures supplémentaires aléatoires, elles sont déclarées dans une rubrique spécifique et elles concernent les heures qui sont faites en plus du contrat habituel et non pas pour compléter le contrat habituel. Et puis les heures complémentaires, elles viennent simplement compléter un temps partiel. Quand on est dans un temps partiel, on est effectivement à 28 heures au lieu de 35. Eh bien, si on a des heures qui vont en plus, on a des heures qui sont complémentaires. Ça n'est réellement pas au sens juridique des heures supplémentaires. Ça complète jusqu'à la durée de travail légale qui est aujourd'hui de 35 heures. Mais effectivement, en fonction des contrats, des statuts, on peut avoir des modifications. Et bien là, on a heures supplémentaires structurelles, heures supplémentaires ou heures complémentaires. Je m'alourdis un peu sur ce jeu additionnel, mais c'est réellement tout comme le DJT, c'est deux éléments qui, à chaque fois, au moment de le déclarer, quasiment tous les déclarants se posent des questions. Alors, on essaie de trouver des petits gimmicks comme ça, qui vous permettent effectivement de trouver des éléments plus faciles à faire. Après, on a aussi d'autres types de problématiques, par exemple la rémunération d'aide fiscale.
il y a une information qui est passée dans les journaux, sur les sites bien informés, qui disait « Oh là 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 là, attention, les heures supplémentaires, elles sont à déclarer directement dans la DSN pour 2024. » Eh ben, il y en a pas mal, ils ont oublié la fin de la phrase. Ils ont oublié le pour 2024. Ils sont restés, les heures supplémentaires, ça se déclare en DSN. Eh bien non, en 2023, effectivement, elles doivent être déclarées dans la rémunération nette fiscale. Ça n'est qu'à partir du 1er janvier 2024, c'est-à-dire pour le salaire de janvier 2024, déclaré en février 2024, qu'il n'y aura pas besoin de le faire et que ça sera importé directement. Ça va être important parce que cette donnée, elle impacte fortement les APL et effectivement certains calculs de la DGFiP, donc pour le prélèvement à la source de l'impôt sur les revenus, mais aussi des allocations familiales. Et vous n'êtes pas sans savoir que quand on est dans des faibles rémunérations, bien, les allocations familiales ou d'autres éléments, ça peut mettre en danger des familles et des individus et des salariés. Et bien sûr, pour une erreur administrative, si on pouvait l'éviter, ce serait parfait. On va au moins en diminuer le nombre. Et puis la dernière slide de mon intervention, c'est sur quelque chose qui est un troisième élément sur lequel on a une visu pour nous. Ce troisième élément, c'est de dire on a le montant de la rémunération brute déplafonnée qui peut être différent du montant de base assujettie. Alors jusque-là, toutes les suivis de cohérence qu'on faisait, c'était de dire qu'il faut qu'on soit ISO sur des montants que l'on attend identiques. Or là, ce ne sont pas forcément des montants ISO parce que s'il y a un certain mois, il y a une prime, à d'autres mois, il y a eu une inactivité ou une activité moindre, donc une rémunération moindre, on peut avoir un écart entre ces deux éléments. Donc on accepte dans les entrées en DSN un écart de plus ou moins 10%. Alors, ça fait beaucoup quand même, hein, mais je vous dis, une prime, après tout, 10% de prime, c'est pas mal quand même. Donc on peut avoir cet écart de 10%. Au-delà, on estime effectivement qu'il y a soit un problème de paramétrage, soit un problème d'erreur. Donc vous voyez qu'on a trois niveaux d'intervention. Le premier, c'est ISO, stricto sensu, on a besoin de cette donnée-là, si elle n'est pas là, on ne sait pas traiter. La deuxième, c'est finalement, la donnée elle est un peu en erreur, alors ça peut un peu impacter, mais c'est facilement corrigeable. Et puis le troisième, c'est, finalement, on accepte un peu d'écart parce que ça n'impacte pas. C'est la seule question qu'on se pose. Enfin, moi, je vous invite à vous poser à chaque fois. Est-ce que ça impacte la rémunération des individus? Est-ce que ça impacte les droits des individus? Si oui, c'est vraiment important d'être au plus juste et au plus près. Sinon, il faut que ça soit fait, bien évidemment. Mais le caractère d'urgence et d'importance, c'est pas du tout le même. Je termine sur cette note plus optimiste et je laisse la parole à la co-animatrice du comité régional Poitou-Charentes, Agnès Colloque-Deneuve de l'URSSAF, elle aussi. Merci Didier. Oui, c'était pour terminer finalement cette présentation en parlant des C utiles de nouveau. Au début de l'intervention, donc on vous a brièvement parlé du comité régional Net Entreprise Poitou-Charentes. Alors très concrètement, au niveau de ce qu'on peut faire sur les territoires là du Poitou-Charentes, il y a les rencontres extra là en distanciel avec ce webinaire, mais sinon on a mis en place cette année sur chaque département pratiquement, et on a recommencé là une vague pour faire une deuxième session sur les départements. En fait, on fait des comités d'utilisateurs. Alors ça rassemble, si ça vous intéresse, la CEPAM, les impôts, l'URSSAF, Pôle emploi éventuellement s'ils sont disponibles, la CARSAT, donc du territoire, et puis avec les entreprises qui le souhaitent, ces réunions locales, donc on a choisi l'échelle départementale parce qu'on pense que c'est plus facile en termes de déplacement, c'est de partager sur une matinée, au-delà du petit café qu'on vous propose, de partager sur des évolutions, vos besoins, vos difficultés. Et par rapport à ce recensement, en fait, on fait remonter auprès du GIP et donc de Didier ce qu'il en ressort, la satisfaction ou non des services qui sont proposés, les demandes d'évolution ou de compréhension, par exemple sur les CRM, ça c'était un sujet fort et c'est pour ça aussi que ce sujet était présent là au niveau du diapo.
Donc, on peut approfondir différents sujets. Et puis, ce qui est aussi très intéressant, on avait un peu perdu ça de vue avec la crise sanitaire, c'est que on l'a encore vécu la semaine dernière à Angoulême. C'est vraiment l'occasion d'échanger de façon très, très naturelle et spontanée, alors avec les organismes qui sont présents, mais avec d'autres entreprises et de confronter vos pratiques ou de partager justement des trucs et astuces. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, on vous invite à revenir vers nous pour intégrer ce cercle. Voilà. Et puis, ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et puis, sinon, on en a terminé, mais on est à votre disposition si vous avez encore des questions à nous poser. Alors oui, vous avez aussi encore un petit peu de temps pour aller répondre au sondage, parce que j'ai vu qu'il y avait entre 10 et 15 répondants à chaque fois, alors qu'on est beaucoup plus nombreux. Et puis, j'ai été voir que l'actualité Net Entreprise n'intéressait personne, donc je sais que je reviendrai pas à la prochaine émission, prochaine saison, je vais être envoyé. Ah non, non. Non, n'hésitez pas à aller le remplir. C'est vrai que merci, c'est vraiment intéressant si vous avez une petite minute complémentaire pour les remplir et nous permettre d'être l'année prochaine avec Marie-Laure, avec Anthony et puis avec les autres membres du comité régional, puisque tout le monde n'était pas là, puisque nous aussi on peut pas forcément tout le temps se libérer, qu'on puisse mener des actions vers vous les plus efficaces possibles et puis répondre au mieux à vos attentes d'accompagnement, même si le paramétrage des logiciels, c'est pas forcément à notre main, c'est plutôt à la main des éditeurs. Mais nous, tout ce qu'on peut faire pour vous aider et vous accompagner, c'est toujours avec plaisir. Je vois qu'il y a une question là. Merci Didier là pour tes apports. Madame Van de Voorde qui pose la question, réalisez-vous des webinaires dédiés aux concentrateurs? Alors, qu'appelez-vous concentrateur? Je sais bien, il n'y a rien qui m'énerve plus quand je pose une question, qu'on me réponde par une question. Mais si les concentrateurs, c'est pour les utilisateurs des concentrateurs, c'est une chose. Si vous voulez parler, par exemple, de jedéclare.com, pour nous, c'est un concentrateur. Si vous voulez parler d'ADP, pour nous, c'est un concentrateur aussi, dans l'utilisation qu'ils font, puisque pour nous, un concentrateur, c'est effectivement une modalité de transmission des données qui est différente. Donc, je sais pas exactement répondre à votre question parce que je suis pas sûr de la comprendre malheureusement. Voilà, nous sommes un éditeur de logiciels concentrateur. Merci madame. Alors, il y a au niveau de Net Entreprise un service qui s'appelle le service déploiement, qui assure la relation avec les éditeurs et qui travaille principalement avec le SDDS. Peut-être êtes-vous adhérent du SDDS. Si oui, je vous invite à les rejoindre. Et sinon, je vous invite à prendre contact par le biais sur Net Entreprise, par le biais du formulaire de contact avec le service déploiement, de façon à effectivement intégrer les travaux qui sont menés et à participer en amont, puisque vous avez besoin d'avoir les éléments en amont, d'avoir un suivi et un accompagnement qui vous permettent de livrer des versions les plus efficaces possibles à vos, je sais pas si on dit à vos clients, enfin aux déclarants qui utilisent votre logiciel. Mais il est clair qu'on va se poser la question l'an prochain avec les comités régionaux de travailler plus en lien avec les éditeurs de logiciels de façon à... Alors, on fait déjà des réunions par métier, des réunions par territoire. On va se poser la question de participer aux réunions qu'organisent les éditeurs de paye, les éditeurs de logiciels de paye pour leurs clients, de façon à être à nouveau là sur une population encore plus concentrée, puisque c'est celle qui utilise un certain type de logiciel et du coup avec des éléments qui sont bien particuliers. Voilà, écoutez, je pense qu'il n'y a plus de questions. Non, on a répondu. Ah non, il y a une question encore là qui arrive. Si, il y a Madame Dubuc, mais ça mérite peut-être oui. Marie-Laure un contact plus privilégié peut-être.
Alors, j'ai des salariés multi-établissements. Ils sont mis sur un établissement au niveau du logiciel de paie, mais répartis sur 2 établissements contrariés, donc 2 mandats. Cela pose des problèmes au niveau des bases URSSAF. Avez-vous des solutions? Je vais répondre du coup directement par voie orale. Le mieux, c'est de nous faire un message pour qu'on puisse reprendre ces éléments-là et à ce moment-là, voir comment les déclarer, parce qu'effectivement, multi-établissement, c'est une gestion particulière. Donc, le mieux, c'est de nous faire un message indirectement et de voir comment on peut faire. Sur la messagerie de monursaf.fr ou un message mail? Oui, tout à fait. Ouais. Non, Oui, la messagerie de l'URSSAF, tout à fait. D'accord, ça vous permet d'avoir tous les éléments au moment où exactement. Le message arrive chez vous. Surtout sur les multi-établissements, c'est particulier au niveau de la gestion. Bon, après, je ne sais pas s'il y a d'autres, parce que Anthony a répondu. Anthony et Marie-Laure ont répondu à beaucoup de questions en direct dans le. Oui, effectivement, Didier, il y avait beaucoup de questions sur les signalements d'arrêt de travail, notamment entre MSA et CPAM. Oui, en fait, il faut savoir que le signalement, il suit simplement l'affiliation de votre salarié à un instant T. Donc, si au moment où vous faites votre déclaration, votre salarié, lui, n'a pas fait la mutation auprès du régime agricole, le signalement ira à la CPAM. Donc, après, nous, on pourra éventuellement rediriger les données vers la MSA. C'est à lui de faire la demande de mutation. Et également, j'ai vu qu'on avait des questions sur la partie tableau de bord, sur les signalements qui n'étaient pas reçus par les caisses. Donc en fait, ça se joue généralement dans le bloc contrat. Alors c'est un exemple, c'est pas uniquement limité à ça, mais il faut vraiment aller voir le tableau de bord DSN pour aller voir le détail de l'anomalie, alors qui est souvent non bloquante dans la DSN mensuelle, mais qui, sur le signalement, peut poser des problématiques de reconstitution, notamment sur le chaînage de carrière, sur tout ce qui est historique. Et donc, les salaires ne vont pas pouvoir apparaître sur l'attestation, donc la CPM ne recevra pas l'attestation. Donc, bien aller voir le tableau de bord dans le service DSN Régime Général, le détail du signalement, et quand vous avez un compte-rendu avec un libellé avec notification, c'est ici qu'il faut vérifier si l'anomalie est bloquante ou non. Et à ce moment-là, vous pouvez utiliser aussi et toujours l'ancienne procédure sur NetEntreprise pour saisir l'attestation de salaire. Donc voilà un peu plus en détail. Là, je vais reprendre la main. Madame Chaplet qui demande: la radiation du compte employeur est-elle payante? Alors non, on passe pas par l'INPI pour la radiation du compte. Il vous suffit d'aller sur le site cfe.ursaf.fr et vous verrez sur la gauche, vous avez déclaré une formalité et vous faites une fin d'emploi de tout salarié. Ça va vous rerouter vers le formulaire pour pouvoir renseigner le SIRET de l'entreprise et ensuite la date de fermeture du compte employeur. Et ensuite, en fait, les informations par cette formalité sont données à tous les organismes. Il y a Madame Bisserier qui a tenté d'avoir la coupe de la question la plus compliquée pour nous. Elle en a essayé plusieurs. Celle qui est relative au montant net social, oui, la réponse qu'on vous fait, c'est de valider avec votre éditeur que tout est bien pris en compte, puisque nous sommes en période de test. C'est obligatoire à partir du 1er janvier 2024, mais c'était mis en compte et pris en compte par les URSSAF au fur et à mesure. Donc quand vous dites « je pense que le calcul est faux », est-ce que vous êtes rentré dans la procédure de test et est-ce que vous avez eu un retour de l'URSSAF qui l'a fait pour ceux qui étaient dans le pilote, ou est-ce que c'est vous, à votre niveau, que vous estimez ça? Mais c'est difficile de vous répondre autre chose que ce qui a été répondu par Agnès dans le support. Et puis vous avez tenté une autre question que j'ai vue un peu plus haut. Voilà, sur les administrateurs. Oui, il y a une procédure qui est accessible sur NetEntreprise pour créer un nouvel administrateur. Soit vous avez le lien avec l'ancien et par mail, il va donner une habilitation. Soit vous allez recevoir une clé d'habilitation par courrier que vous allez pouvoir utiliser pour créer ce nouvel administrateur. Et ensuite, vous allez vous transférer les droits de l'ancien administrateur sur le nouveau et vous allez vous attribuer ce poste. Je trouve qu'il y en a qui se débrouillent quand même pas mal, ils s'attribuent les postes. Non, c'est indispensable de passer par là. Surtout, n'oubliez pas de clôture de l'ancien administrateur sans avoir transféré les droits. Anthony, vous avez bien répondu sur cette partie-là.
alors que c'était clairement du net entreprise, donc bravo. L'assurance maladie nous aide aussi, vous savez que c'est un collectif, donc c'est toujours efficace, mais surtout, à chaque fois, pensez toujours, vous savez, dans les 3 petites questions que vous avez présentées, Anthony, tout à l'heure, la partie la plus importante, c'est le chaînage entre les établissements, le chaînage entre les individus. On sait tout faire avec les données informatiques qui sont données, si tant est que l'on sache à qui elles s'appliquent et comment le lien a été créé. J'avais insisté tout à l'heure, mais du coup, c'est important. Donc, Madame Bissorier, en plus, qui me remercie, donc elle a clairement gagné la coupe de la meilleure question. En plus, il n'y a pas du tout de flagornerie de sa part. Moi, je trouve qu'elle a tout à fait raison. J'étais très très fort dans mes réponses. Agnès, la charge te revient en tant qu'animatrice. Oui. Écoutez, certainement qu'on se reverra l'année prochaine ou peut-être avant, mais sinon on vous propose d'en rester là. Merci beaucoup pour tout l'intérêt là que vous avez montré par rapport à nos interventions successives, par rapport à vos questionnements. Si vous avez encore besoin de nous, revenez vers nous, on vous répondra, ou utilisez votre compte en ligne ursaf.fr par exemple. Et puis, merci encore. Merci à mes collègues qui sont intervenus avec toute leur expertise. Et puis, bonne semaine. Bon après-midi, bonne fin d'après-midi à tous. Merci à tous et bonne fête de fin d'année. Au revoir. Au revoir.